pour terminer, Isaac, quel est le défenseur le plus rugueux, celui contre qui vous avez eu le plus de mal cette saison en Ligue 1? Je vais dire Kimpembe, parce que j'étais vraiment surpris. Voilà, après on connaît Thiago Silva, on connaît le défenseur que c'est, Marquinhos, tout ça, mais de jouer contre lui, de sentir la rage qu'il a quand il décroche, il est derrière, il est puissant, il est athlétique, il a vraiment énormément de qualité. Donc, Glick, non? Glick aussi, mais après Glick, voilà, c'est ce qui est dur en mal, lui. Hein. Ouais, c'est vrai, il est... Même Kimpembe, il faut qu'il fasse attention parce que contre Saint-Etienne, il était présent, très présent. Il doit quand même faire à son âge, même à son âge, Ouais, il mais doit faire attention c'est sur la l'équipe deuxième. du Paris Saint-Germain qui a mal abordé ce match-là. Ouais. Les souvenirs de l'attaquant montpelliérain Isaac Mbenza sur Presnel Kimpembe, c'était hier soir dans le vestiaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans le vestiaire, la seule émission sans présentateur, sans journaliste en plateau. Tous les soirs, nos consultants réagissent à l'actualité, partagent leurs souvenirs, leurs secrets de vestiaire. Ce soir, on accueille Emmanuel Petit. Bonsoir Manu. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Franck Leboeuf. Bonsoir Franck. Bonsoir Sarah. Salut petit. Ça va? T'as petit? Ouais. Et on va attendre, on accueille monsieur William Gallas, il va pas tarder, monsieur. Je crois qu'il se remet du choc de la soirée, cette soirée de Ligue des Champions, dont on va parler avec lui. Est-ce qu'il est là, monsieur William Gallas? Il arrive. Ouais, je suis là. Bonsoir. Bonsoir William. Bonsoir. Messieurs, il est l'heure d'accueillir notre invité, jeune joueur du Havre en Ligue 2. Il a été formé au HAC, c'est ce club qui lui a offert son premier contrat pro. Génération Ferland Mendy, Rafik Guitane. Il attend aujourd'hui de confirmer en Ligue 2. Il a été appelé à plusieurs reprises en équipe de France des moins de 20 ans. Merci d'accueillir monsieur Dylan Louiser. Salut. Dylan. Déjà quand tu t'appelles Dylan. Hein, mangeur de vie. Non. Nom de star. Ah, il faut. Bonsoir Dylan. Bienvenue dans le vestiaire. Est-ce que vous avez pour commencer pour nous une petite anecdote de vestiaire? Une anecdote, ouais, je vais vous raconter. Un jour, je sais pas si vous savez, mais avec Ferland Mendy, on habitait dans le même immeuble. Comme on était souvent ensemble, on a décidé de prendre un appart. Lui, il habite au 4e, moi j'habite au 6e. Puis un jour, avant d'aller à l'entraînement, on se réveille en retard, nous deux. Il y en a, je pense, sûrement 30 minutes de retard, un truc comme ça. Et la veille, j'avais fait un accident avec ma voiture. J'avais foncé, en reculant, j'avais tapé un poteau. Ça fait, avec Ferland, on réfléchit, on se dit, ouais, qu'est-ce qu'on va faire pour sortir une excuse, pour dire au staff et tout. Et là, j'envoie un message au préparateur physique, à Chris. J'ai dit, ouais, Chris, je viens de foncer dans un poteau, on va arriver en retard et tout. Enfin voilà, si on est en retard, c'est à cause de ça et tout. Puis on est arrivé, ils ont rien dit, quoi. Ils ont regardé la voiture. Non, j'ai pris une photo et tout, je leur ai envoyé, mais Bon, maintenant ils le savent. Oh, maintenant ils doivent le savoir. C'est plus le même staff, c'est pas grave. Alors on va en parler de Ferland Mendy, puisqu'on le disait, vous avez été formés tous les deux ensemble au HAC. Et on va rester bien sûr au Havre, endeuillé ces derniers jours. Il avait à peine 18 ans. Samba Diop, joueur du centre de formation, est décédé vendredi soir. Les circonstances de sa disparition ne sont pas encore totalement connues. Il avait été vice-champion de France U19 la saison dernière avec le HAC. Dans quelles circonstances, Dylan, avez-vous été mis au courant du décès de Samba? Pour Samba, on l'a appris le samedi. Le vendredi, j'étais redescendu avec la réserve, donc je m'entraîne avec lui. On s'entraîne, on prépare le match, mise en place. Le coach nous dit ce qu'il faut faire tactiquement pour le lendemain et tout. Et là, le samedi, je crois qu'on est rendez-vous à 11h30 au centre de formation pour aller manger, puis après pour aller au match. Et en arrivant là-bas, il y avait Arnaud Tanguy, le directeur général. Il vient, il nous annonce que Samba nous a quittés dans la nuit, qu'on ne sait pas encore les circonstances. Au départ, on n'y croyait pas trop. Tout le monde disait, c'est impossible, enfin, pas Samba, quoi. Et voilà, après, on était très choqués. On n'a même pas pu manger, personne n'avait faim. Ensuite, on est parti le voir à l'hôpital, une dernière fois. Et après, on est rentré chez nous et on a attendu. On n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé ou on se doute que c'est toujours les mêmes problèmes ou un arrêt cardiaque, mais surtout des problèmes de valves ou je sais pas, ce qu'on a entendu souvent, de ce qui est arrivé à certains joueurs de foot, certains sportifs. Est-ce qu'on a des indications ou pas? Je sais Ça commence à faire beaucoup là.
Il y avait, je crois, il y a un mois de ça, il était tombé malade. Je sais pas qu'est-ce qu'il est comme maladie, je sais pas, j'en sais pas plus que ça. Mais je sais qu'il a été tombé malade, il était resté 2-3 semaines chez lui, je crois. Ah. Et ça faisait quoi? Ça a dû faire 1 semaine et demie qu'il avait repris avec nous. Il s'était entraîné avec les pros, normal, enfin... On croyait que tout allait bien, quoi. Alors on présume bien sûr que c'est un problème cardiaque, puis il a été retrouvé inanimé chez lui. Et je crois que le médecin du club vous a dit à Dylan qu'il devrait y avoir une autopsie pour définir précisément bien sûr les circonstances du décès de Samba. Bah je pense que je crois que c'est un avis du procureur, je crois. Enfin, sur toutes les morts... Suspecte. Ouais, suspectes, quoi, on va dire. Ils veulent ouvrir une enquête. Donc voilà, maintenant on est... En tout cas, on est tout cœur avec la famille de Samba et on espère qu'il aura les résultats qu'ils veulent. Il y a une cagnotte qui a été ouverte par le club Samba depuis dimanche. Elle compte déjà plus de 9 000 €. Il y a près de 400 participants pour aider justement la famille de Samba. Le Havre a également annoncé dans un communiqué qu'au-delà de cette cagnotte, le club mènerait des actions auprès de la famille du joueur pour la soutenir un maximum. Et puis il y a cette pétition, puisque Dylan, c'est un peu la double peine pour le Havre, puisque la LFP a décidé de maintenir sa décision de faire jouer à huis clos le prochain match du HAC. C'est vendredi contre le Gazélec Ajaccio, sanction qui avait été prise à la suite de l'envahissement de la pelouse par des supporters havrais à l'issue du match contre Quevilly. C'était au mois de mars, fin mars. Et les supporters et l'UNFP demandent aujourd'hui la levée de cette décision pour que le HAC puisse rendre hommage dignement à Samba dans une pétition en ligne qui a été lancée lundi. Il y a déjà 4000 signataires qui demandent donc aux décisionnaires de la LFP d'être humains et de reporter la sanction sur une autre rencontre. Vous êtes bien sûr unanime, Dylan, dans le vestiaire, il faut lever cette sanction de joueur à huis clos pour rendre hommage à Samba. Ouais, dans le vestiaire, on en parle beaucoup. On se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour enlever cette sanction, quoi. Enfin, au moins la décaler pour rendre un bel hommage à Samba, quoi. Et on sait qu'on a besoin de tous nos supporters pour faire ceci, donc voilà. J'ai l'impression que les personnes qui sont à la tête de la Ligue n'ont pas de cœur, parce que je trouve ça quand même insensé qu'ils ne laissent pas les supporters havrais rendre hommage à un de leurs joueurs, surtout dans les circonstances de la façon que ça s'est passé. Et comme tu l'as dit, ils peuvent décaler Au moins. cette suspension, mais je sais pas, des fois je trouve qu'il y a des personnes qui, excusez-moi, mais qui n'ont pas trop de jugeote. Peut-être le mot est fort, mais quand vous avez un joueur qui est décédé malheureusement, on va dire dans son sommeil, il faut avoir un peu de cœur, et là je trouve que ces personnes-là n'ont pas de cœur. Voilà. Quel genre de garçon est-ce que c'était, Samba, Dylan? On décrit quelqu'un de très souriant, de respectueux. Ouais, Samba, c'était... Enfin, pour moi, c'était le jeune parfait, quoi. Il était à l'entraînement, toujours souriant, respectueux, envie de travailler. Il avait jamais de problème. Je sais pas, c'était... Il était parfait, quoi. Enfin, pour des jeunes, je pense que ça doit être des exemples, Samba, parce que au niveau du travail, même que ce soit en dehors du terrain, il est resté sérieux. Moi, je suis d'accord avec William. Je serais même beaucoup plus virulent que toi. Je trouve que c'est un pur scandale. C'est scandaleux. On doit tous s'incliner devant la mort. La mort, pour moi, est plus importante que n'importe quoi. Elle est plus importante même que la vie, puisque tu n'existes plus quand tu es mort. Le football est dérisoire, et pour moi, ce sont des affaires courantes. Et quand je vois le nombre de décès inquiétants à l'heure actuelle, notamment au niveau des jeunes, mais sur les joueurs de foot, de façon générale, sur la dernière décennie, il y a quand même pas mal de décès. Chez les jeunes, ces derniers temps, je crois qu'on en est au 4e ces dernières semaines. Pas simplement au niveau des structures professionnelles, mais également au niveau amateur. La Ligue a perdu une bonne opportunité, justement, d'essayer de redorer son blason, son image. À l'heure actuelle, où il y a des conflits avec les supporters, les clubs des ultras, avec la Ligue, les empêchements de déplacement et entre autres, que ce match soit à huis clos parce qu'il y a eu débordement, envahissement de terrain des supporters du HAC. Est-ce qu'on peut mettre dans la même balance ces supporters du HAC dans l'envahissement et le décès d'un joueur qui appartient à ce même club? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la balance, ça pense largement en faveur d'un décès. Et je trouve que c'est purement scandaleux et que
Pour moi, j'ai 15 messages à leur dire, honte à vous, quoi, c'est tout, quoi. J'espère que ça ne nous arrivera jamais, que vous ne réclamerez jamais, justement, de la compréhension, de l'affection de la part de vos semblables. Et vous l'avez dit, Manu, le monde du sport est secoué de plein fouet par les drames. Le week-end a été endeuillé par la mort du coureur belge aussi, mais Sarah, ça serait, justement, là tu parles du cycliste également, mais ça serait intéressant qu'il y ait des études médicales faites par des scientifiques compétents pour nous expliquer, nous dire exactement pourquoi il y a autant de décès à l'heure actuelle dans le monde du foot et dans le monde du sport de façon aussi bizarroïde, inexpliquée. Ça arrive maintenant de façon récurrente trop souvent, mais peut-être que justement on n'a pas envie que ce genre d'études sortent parce que ça irait peut-être à l'encontre justement du système tel qu'il est conçu à l'heure actuelle. Enfin, tu peux pas dénoncer une théorie du complot si elle existe. Je ne parle pas de complot. Je parle pas de complot. Ce sont des faits. Ouais, mais c'est un fait. Ça pas malheureusement. Hein, enfin, je sais pas de trouver ça normal. Je sais pas non plus de me positionner comme avocat du diable. Je dis qu'on verra après ce qui s'est passé vraiment pour Samba après son autopsie. Il y a environ 500 décès d'origine cardiaque sur les terrains de sport par an, et ce serait un chiffre, dans le monde, selon les experts, en France. En augmentation ? En France. Un chiffre qui n'aurait pas évolué, ouais. Ça n'évolue pas, apparemment. Je sais pas s'il y a une explication rationnelle. On avait vu à l'époque où il y a eu Marc-Vivien Fouet, puis il y a eu pas mal de joueurs qui sont malheureusement décédés sur des terrains. On avait vu que c'était pas mal de joueurs africains. On s'était posé la question par rapport à des joueurs nigérians qui, sur les 10 derniers joueurs qui étaient morts, représentaient à peu près 2 tiers de ces gens-là. On parlait de problèmes de valves coronariennes. Donc, est-ce que c'est ça pour Samba? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est ce que tu peux peut-être sous-entendre, et je peux être d'accord avec toi, si jamais il y a une préparation ou des choses qui ne sont pas faites correctement. Et la recrudescence des matchs, le fait que les joueurs ont de moins en moins de phases de récupération, que les charges de travail sont de plus en plus importantes, qu'on leur demande, on les sollicite à la fois au niveau physique, au niveau mental, psychologique, il faut que le corps se régénère. Il y a quand même un club comme le Havre, c'est des décennies qui gèrent des jeunes. Je pense qu'ils font attention. Parce qu'on ne peut pas déjà laisser faire la science et la médecine avant de se positionner. C'est tout ce que je dis. Les études médicales, elles sont bien présentes dans tous les sports, surtout à l'issue d'une carrière. Et les chiffres sont là, le constat il est accablant, c'est-à-dire que même nous, à l'heure où on se parle, moi en ce qui me concerne, j'ai des sérieux problèmes de santé concernant certains endroits de mon corps, et je sais que c'est dû à la pratique dans le monde professionnel. On sait très bien que le sport de haut niveau n'est pas bon pour la santé. Exactement. Après, le sport, c'est très bon pour la santé. Tu trouves que le fait de rajouter des compétitions, rajouter des matchs en permanence, je suis d'accord avec toi, les faire jouer, changer les compétitions dans des phases de période de récupération, Déjà, le football, je le donnerais aux footballeurs. Parce que les footballeurs comprennent. Déjà, les gens qui prennent des décisions et qui n'ont jamais joué au foot, je ne le comprends pas. Donc, parce que tu n'es pas dedans et que tu n'as pas vécu ce que nous avons vécu. Donc, que les gens autour en parlent, autour de nous en parlent, pas de problème. Mais qu'ils légifèrent et qu'ils décident de l'avenir du football, je trouve ça abominable parce que, voilà, ce serait donner faire un médecin sans avoir fait d'études de médecine. Et moi, je suis désolé, quand tu gères, alors oui, les entreprises, ça se gérer comme une entreprise, mais quand tu t'occupes des lois du football ou que tu occupes de la gestion humaine, tu le fais avec des avis de footballeurs. Moi, j'adore le précepte du Bayern de Munich, qui a que des anciens joueurs du Bayern de Munich, parce qu'au moins, ils connaissent et le club et le football, et ils peuvent en parler. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas ça qui va empêcher les décès et les problématiques médicales. Non, mais si, parce qu'il y aura peut-être ce qu'il faut, alors que peut-être que maintenant, il n'y a pas ce qu'il faut. Quand je vois les bataillons tous les examens qu'on peut passer, les batteries de ce qu'on peut passer, chaque début de saison, les tests, tout ce que l'on veut. C'est justement. On fait des tests, on fait des tests. On en fait. Dès que déjà la visite médicale avant. Est-ce que c'est une vraie visite médicale? Est-ce qu'on va vous faire des scans, des IRM? Est-ce qu'on va vous chercher au électrocardiogramme, on va à l'hôpital, ils nous mettent les trucs sur le cœur. Test d'effort, ça fait 30 ans que j'en ai fait un personnellement. Mais après, je sais que quand j'étais au centre, on en faisait un tous les ans. On allait jusqu'à Rouen pour effectuer un test d'effort. Après, cette année, voilà, c'est électrocardiogramme, ils regardent notre cœur, etc. Mais... Qu'en début de saison, une fois par an?
Ouais, qu'en début de saison. Après, il y a des prises de sang, régulières. Alors, on n'attaque Mais- pas le Havre, hein, parce que c'est parce que Non, tu es là, hein, c'est bon, tous les après, je clubs. pense que c'est dans tous les clubs. Que les dirigeants du Havre ne pensent pas On qu'on se a renseigne. ce club. On se renseigne, mais c'est vrai que moi, je trouve dommageable, par exemple, qu'on le fasse qu'une fois en début de saison, parce que le faire qu'une fois en début de saison, ça veut dire, bon, là, c'est pour signer le papier d'assurance, et puis après, on s'en lave un peu les mains, quoi. C'est ça le truc. Peut-être le faire après la trêve hivernale. Non, tu dois le faire en pleine saison, tu dois le faire en novembre. Puis moi, plus je le ferai, mois de novembre, pour voir comment après 3 mois, parce qu'on voit souvent qu'au bout de 3 mois, il y a des C'est chutes. bizarre parce que tu as dit tout à l'heure qu'il était malade pendant 3 semaines. Ouais, il a été malade pendant 3 semaines, il n'était pas du tout avec nous. Il avait On un sait virus, qu'il il avait est- quelque chose. je sais pas. Peut-être on sait chopé une grippe. Hein. Ouais, on sait pas vraiment, on sait pas vraiment ce qu'il a eu, mais je sais que pendant 3 semaines, il était cloué sur son lit et qu'il est revenu avec des kilos en moins, quoi. Ah ouais. Ouais. Bah, ça se voyait après, puis. Enfin, je sais pas, Il était sur son fatigué. visage et tout. Bah, après, quand il s'entraînait avec nous, il était normal, quoi. Enfin, c'était le samba d'habitude. Le matin courait même, partout. vendredi. Ouais, même le vendredi, il s'entraînait normal, enfin, Ouais, enfin, comme à tous les entraînements, enfin, comme je l'ai toujours connu. Puis voilà. Début mars, c'était David Astori, le capitaine de la Fiorentina, qui avait succombé à un arrêt cardiaque. Il y a eu Thomas Rodriguez, aussi jeune footballeur, lui, du centre de formation de Tours, qui est décédé quelques jours plus tard. Il y a eu Dans leur Baptiste sommeil en Le Foll plus, ils sont tous aussi. décédés dans leur Mm. sommeil. dans la nuit. Baptiste Le Foll aussi, jeune joueur de moi, j'ai 12 ans. pas l'impression. Alors, dans le monde professionnel, j'ai commencé en 88, j'ai arrêté en 2005. À part Barbizien Fouet, c'était en quelle année 2004 2003. 2004, ouais. 2003. 2003. Pour moi, c'était le premier, quoi. 2003. C'était le premier. J'en avais jamais entendu parler. Je savais pas que il y avait eu des histoires. C'est ton frère qui est Mort sur un terrain. mort sur un terrain. J'avais entendu l'histoire de ton frère, mais Avant le décès de Marc-Vivien Fouet, pour vous, c'était quelque chose de lointain. mais non. Alors est-ce que c'était caché ou est-ce que ça n'arrivait pas? Mais avant les années 2000, je n'ai jamais entendu parler. À part un truc, bon voilà, tu dis oh, bah, ça, c'est un fait divers, c'est-à-dire que c'est pas récurrent. Moi, j'ai l'impression que ça s'accumule et ça, surtout, Non, en ça. ce moment, ça fait bah, vous beaucoup. dites que ça augmente pas, mais 500 personnes en France qui meurent sur un terrain de foot, Surtout Sur un terrain de énorme. sport. pas un terrain de sport, c'est énorme. enfin, c'est l'espace entre les décès, quoi. Ouais, Je veux ouais, dire, ça- c'est- on dirait t'as des séries, l'impression quoi. que bientôt tu vas en avoir quasiment toutes C'est les des semaines. séries, ouais. C'est très, très bizarre. Après, alors moi je ne me suis pas exprimé sur la Ligue de football, c'est vrai que je rejoins, c'est-à-dire que ça va, oui, tu reportes, mais tu t'excuses et tu dis voilà, L'humanité, c'est Ouais, enfin, un dans peu un monde qui d'humanisme, en a ouais. de moins en moins, putain, c'est. enfin, mais je sais faut pas. arrêter. Oui, tu reportes, tu fais le match, pour Samba, pour la famille, tu récoltes de l'argent, puis après tu punis le hack ou le supporter parce que c'est vrai, ils n'ont rien à foutre sur un terrain. Mais voilà, il faut, à un moment donné, il faut calmer un petit peu, il faut apaiser un petit peu les tensions, faire preuve d'humanisme. Mais si on repasse au terrain, justement, et à l'actualité, avec ces quarts de finale retour de la Ligue des Champions et une soirée complètement folle au Stadio Olimpico de Rome, où la Roma a surclassé le FC Barcelone. Une victoire 3-0 qui qualifie les Romains, un exploit insensé, puisqu'ils ont renversé donc le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions, alors qu'ils s'étaient inclinés à l'aller 4-1 au Nou Camp. De Rossi, Dzeko, Manolas qui propulsent les Romains dans le dernier carré de la compétition. C'est une première depuis 84 pour l'AS Roma de se retrouver en demi-finale. Un match que les Catalans n'avaient peut-être pas le droit de perdre. Manu, on l'a dit, ils avaient gagné 4-1 à l'aller. On a envie de se mettre un petit peu à leur place ce soir. Est-ce que vous avez connu ce genre de situation, de match qu'on n'a pas le droit de perdre et qu'on lâche c'est gagné, on va se complètement? mettre dans leur place, on va pas pleurer non plus, comme les Brésiliens en 98 qui Non, on a pleuraient. envie ça de avait rien à dire. comprendre. Non, mais là, on sent, Ça va, elle a grâce à gagné notre 5 fois. expérience. on sent que Sarah, elle supportait. Ah, elle était avec le Barça, Oh, les pauvres Barcelonais. Ils ont gagné 5 fois. Oh, le pauvre choix. Ouais, non. Ouais, non, c'est plutôt Moi, je suis pas content débriefer pour le les match, Romains, c'est justement. bien. On voit des nouvelles gueules, c'est bien. Mais ils n'avaient pas le droit de perdre ce match, Manu. Ah ouais, enfin, moi, j'y croyais pas du tout. D'ailleurs, je présente mes excuses à Simone Rivera. Parce que tu lui as dit tout, Ah là là, tu as dit j'ai qu'il fallait que le détruit pape il tout à l'heure descende, avant le c'est match, ça? je lui disais qu'il fallait qu'il appelle le pape pour venir bénir la pelouse, pour espérer C'est une Rovera, remontada. Simone. Simone, ouais. Ouais. Et finalement, ça me rappelle que le football, c'est pas une science exacte et que tout peut arriver dans un match et on doit faire preuve de davantage d'humilité, même dans les commentaires et les analyses. Mais rappelle-toi le match aller, la Roma a fait un bon match. Hein.
Oui, mais ils ont des occasions. quand tu es le Barça et que tu gagnes 4-1 à Ah oui, l'aller, ça doit être fini. tu ne peux pas te permettre de faire le match Bon, pourri que tu as fait ce alors, soir. il y a des accidents, mais il y a aussi au niveau football, on en voit beaucoup des remontadas, comme on disait. Ça n'enlève pas la prestation des Romains qui ont été agressifs dès le départ, puis au plancher. Est-ce que ça prouve un manque de caractère de cette génération où tu peux gagner 4-1 et puis t'en prendre 3 la semaine d'après? Je sais pas, mais le Barça qui a fait la remontada contre le PSG dernière, subit la remontada cette année contre la Roma. Donc c'était trop sûr d'eux. Ouais, je pense que c'est ça en aussi. sénateur. Ils sont arrivés, ils se sont dit ouais, le match est déjà gagné. Ils jouaient à 2 à l'heure, les mecs, la moitié de l'équipe marchait sur le terrain. Ils dormaient. Mais surpris aussi par les Romains. Oui, mais les Romains, ils s'y attendaient quelque part. À un moment donné, tu dis, putain, le stade il est plein, les mecs ils vont réagir quand même, ils vont pas les laisser faire quand même, on n'est pas demain la Juve, le monde des bisounours. 3-0 à l'aller, tu sais très bien qu'ils vont avoir une réaction d'orgueil au retour, ils vont essayer de jouer leur va-tout. Bah oui. Non mais c'est très très bizarre. Et pourtant, nous on a regardé, on est plutôt des défenseurs, même si Manu a joué au milieu, on regardait la Roma jouer à la fin. Mais je dis, mais ils vont marquer Barcelone. Parce que ça défendait, mais n'importe comment de la part de la Roma. Ils ont reculé en plus. Ils ont reculé, mais c'est même pas que ça. C'est que on n'avait pas l'impression qu'il y avait la moitié qui faisait les efforts. Enfin, il y avait des erreurs. C'était pas parfait, quoi. C'était pas un match. Alors, dans le suspense, c'est intéressant. On va dire, dans l'intensité, c'est intéressant. Mais si on fouille un petit peu et qu'on regarde un petit peu tactiquement ce qui se passe, moi, je trouve que c'est inquiétant, ce football, maintenant. Je trouve franchement que c'est inquiétant. J'aurais pas voulu être supporter de la Roma. Quand tu regardes les 5 dernières minutes, là, tu te dis... Non, mais tu vas pas être défenseur, c'est tout. Oui, parce que putain, tu dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils font mes potes là, c'est pas... Je trouve que il y a des préceptes qu'on a oubliés défensifs. Il y a des choses que je vois dans le football moderne qui me font dire que c'est à l'attaque les Indiens maintenant. Et on attaque, alors on marque des buts. C'est pour ça qu'il y a des remontadas. C'est que plus personne défend. On n'a plus rien à foutre. Mais ça vous est arrivé, vous, on a parlé de ces Romains qui ont aussi surpris le FC Barcelone, un peu comme Liverpool avait pu surprendre la semaine dernière à Manchester City. Ça vous est arrivé, Manu, d'être complètement surpris par un adversaire, d'être pris un peu à court? De court. Plutôt. En cours. Sur la cour. Non, j'ai beau me plonger dans mes mémoires, dans mes souvenirs. Hormis peut-être un match que j'avais fait à Chelsea, à Tottenham, où on avait pris une dérouillée 4-0 en Cup, de mémoire, ou en Coupe de la Ligue, je ne me rappelle plus. Et le calendrier, le hasard des calendriers a fait qu'on devait rejouer contre Tottenham 3 jours après en championnat. Et on les a battus 4-0. Chez vous? On leur a infligé la même correction. Qu'est-ce qui peut expliquer en l'espace de 3 jours ce visage-là des deux équipes aussi différents? Non mais ça prouve. Je pense que le mental, l'implication, la rage y est pour beaucoup. Moi, ce que tu disais sur l'incertitude du sport et tout ça, moi je trouve que, et c'est Liverpool qui m'a parce que Manchester City, les voir la première mi-temps 3-0 contre Liverpool au match aller, me fait penser que tant qu'il y aura de l'irrationnel dans le football, c'est-à-dire que des choses qu'on ne peut pas gérer, parce qu'on fait de l'humain, et que tu as 11 mecs, peu importe qui ils sont, qui ont envie de se défoncer et qui ont envie de, comme on dit, mouiller le maillot, mais d'une certaine manière. Il y avait une pensée tactique, c'était pas l'attaque les Indiens. Il y avait des gens talentueux aussi, mais il y avait une vraie rage de déplacer des montagnes. Tu pourras toujours penser qu'il y a une équipe qui est capable de faire une remontée ou qui est capable de renverser la plus grande équipe. Et moi, je suis content que la Roma ait battu le Barça. Je suis content que Liverpool 2 fois mette Manchester City à genoux, parce que ça prouve que le football n'est pas une science exacte. C'est pas parce que tu touches 75% des ballons, que tu fais 500, 850 passes, que tu vas gagner un match. Et Liverpool l'a montré, la Roma l'a montré, mais même Barcelone l'a montré contre Paris, que si tu as envie et que tu as plus envie que l'autre, tu vas gagner. Je trouve ça génial pour ne pas avoir de certitude dans le sport et faire des conclusions sur le sport. Ouais, le problème, c'est que tu sais pas quand ça arrive, en fait. Ah ouais, mais c'est ça qu'on aime. Tu dois t'y attendre. C'est pour ça qu'on aime le mais bon. Tu dois t'y attendre. Attends, quand tu joues, si t'es Manchester City en championnat, tu voyais la Juve faire dans Montada demain en Real? Non, là, non. Non, parce que là... Sur l'extérieur. Il y a pas Ramos derrière. Ouais, mais ils sont pas à l'extérieur. Mais là, attends, le Real, je vais te dire, ils ont vu... Il y a une chose du Barça avant le match. Mais attends, là, mais c'est à l'extérieur. Ouais, mais là, t'as le Real... T'as Messi, Suarez... T'as le Real qui a vu que le Barça est sorti, que Manchester City
est sorti aussi de la Champions League. Ça va réveiller tout le monde. Voilà, ça va réveiller tout le monde. Et là, ils vont se dire on a encore plus de chances de gagner la Champions League cette année. Je suis d'accord avec toi. Peut-être pas la Juve, parce qu'ils ont pris 3, mais Séville, au Bayern, on l'a fait à Manchester, et puis les autres, ils l'ont fait hier, et pourquoi on le ferait pas, nous? Séville qui s'est incliné 2-1 la semaine dernière. Mais moi, j'étais cet après-midi avec Stan Collymore, qui a été un joueur de foot anglais, qui a joué à Liverpool notamment. Et moi, j'ai connu ce match-là, et on en a parlé cet après-midi, un genre de match comme ça, où il gagnait 2-0 à Stamford Bridge, et on était au 36e dessous, et l'entraîneur fait rentrer Mark Hughes, et Mark Hughes nous change le match, en marquant 2 minutes après la rentrée en deuxième période, et on gagne 4-2. Et lui s'en rappelle, c'est un désastre. Moi je me rappelle voir les supporters de Liverpool pleurer à Stamford Bridge, parce que tu te rends pas compte du match que c'était, quoi. C'était une dramaturgie, il pleuvait, enfin le vrai match à l'anglaise. Et tu sais pas pourquoi, parce qu'en face tu avais 11 super joueurs, Robbie Fowler, McManaman, Stan Collymore, des super joueurs. Eh ben, ils ont explosé en plein vol en deuxième mi-temps. 45 minutes, ils ne sont pas touchés une bille. Et c'est le football. La finale d'Istanbul aussi en 2005. Exactement, 3-0, 3-3, quoi. C'est extraordinaire. 3e défaite consécutive de City. 8 buts encaissés, 3 marqués. C'est énorme. Quand tu vois ce soir, quand tu ils vont à Tottenham ce week-end. Le score. Ils vont à Tottenham ce week-end. Mais après, je pense qu'on l'a tous vécu. Moi, je sais que je l'ai vécu avec Marseille, où on perdait 4-0 à la mi-temps. Et on gagne 5 contre Montpellier. Contre Montpellier, et on gagne 5-4. Mais je suppose que toi, Dylan, tu l'as connu aussi. Ça m'est arrivé même cette saison, premier match de Coupe de la Ligue. On reçoit Nîmes, on perd 2-0 à la mi-temps. Première mi-temps, on est. Contre Nîmes surtout. Ouais, on est 0, on n'arrive à rien. Ouais. Puis on revient à la mi-temps, 2-1, 2-2, 3-2 pour nous, 4-2 pour nous. Puis après, on prend 2 buts en fin de période parce que, comme Rome ce soir, on s'est mis devant notre but, on a cru que ça allait passer, puis on prend 2 buts et on arrive à les sortir au penalty. Ah ouais. Mais pareil, c'était un match. Et le coach a parlé à la mi-temps ou... Ouais, il nous parle, il nous dit mais réveillez-vous et tout, en défense, soyez plus durs, au milieu. Faites jouer les autres, les attaquants, faites des appels, il y a des espaces là. Et, moi, j'ai eu un entraîneur qui, dans un match comme ça, nous a dit vous savez quoi, les 11 là? Vous allez finir le match. Parce que vous êtes tellement mauvais que j'ose même pas vous remplacer, ce serait insulter les remplaçants. Alors vous êtes tous les 11 finir le match et vous vous démerdez avec votre mentalité à la con. Eh bien on a gagné le match. parce que là c'est quand même... Piqué au vif. Oui. Et puisque vous en parlez dans l'autre rencontre de la soirée, c'est donc Liverpool qui se qualifie lui aussi pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Pour la première fois depuis 2008, Liverpool s'est imposé à Manchester City 2-1 après cette victoire la semaine dernière 3-0 face aux Citizens. Et c'est le manager de City, Pep Guardiola, qui a été exclu à la mi-temps après avoir vivement protesté contre l'arbitre de la rencontre. L'ancien coach de Barcelone avait déjà critiqué l'une de ses décisions la saison dernière, lors du quart de finale face à Monaco. Il a cette fois râlé pour un but refusé de Leroy Sané, signalé hors-jeu en première période. Et puis les Citizens qui se sont pris 2 buts, du coup, après l'expulsion de leur coach, Mohamed Salah et Roberto Firmino, qui ont donc marqué 2 pions sur cette pelouse de Manchester City. Pour qu'on comprenne bien, messieurs, puisque vous avez dû le vivre dans vos carrières respectives, quand son coach n'est plus au bord de la pelouse, lorsqu'il est exclu, qu'il n'est plus là. On est content, on est perturbé. Il arrête de gueuler, il nous emmerde. Il emmène l'arrière droit et l'ailier droit sur le premier mi-temps et l'arrière gauche et les gauches sur la deuxième mi-temps. Ça n'a aucune incidence. Non, franchement, ça n'a rien à voir. Un entraîneur qui gueule sur le banc de touche, on le voit à tous les matchs. Tous d'accord pour dire qu'à moins de jouer sur le côté latéral, on les entend pas ce qu'ils te disent, les mecs qui les voient gesticuler dans tous les sens, ça ne veut rien dire pour les joueurs. Tu l'entends, mais tu fais semblant de pas l'entendre. Tu fais genre tu l'écoutes pas, il dit à droite, tu vas à gauche. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est vrai. C'est que le football, par rapport à d'autres sports comme le basket ou le football américain, où on calcule, tes actions sont... tu peux arrêter le jeu. Tu peux arrêter, et tu fais, on va faire l'action numéro 2, je sais pas comment ils appellent ça, les tactiques. La tactique numéro 2 ou 3. Nous, on est livrés à nous-mêmes pendant à peu près 45 minutes. Après, on règle les trucs, les détails avec l'entraîneur, et puis on repart. Mais l'entraîneur n'a... Mais réellement, à part des remplacements où le mec va rentrer, va dire bon moi je me positionne là, vous positionnez, je remets au milieu, on joue à 4 au milieu, je joue à 3.
il n'a aucune incidence. 90% du temps, quand vous voyez l'entraîneur gueuler et bouger, c'est pour les caméras. C'est pas pour les joueurs. Je vous jure que c'est vrai. Et vous pouvez le demander à tous les joueurs, c'est vrai. Et ça n'a aucune incidence. Quand il y a un arrêt de jeu, qui traîne, qui dure sur un blessé. Tu ou peux quoi que ce remplacer soit. quelque chose tactiquement. Les joueurs viennent se réhydrater. Tu peux avoir une conversation qui dure 10-15 secondes avec un entraîneur pour essayer de te replacer ou te donner une consigne. C'est tout, quoi. Mais en même temps, je pense que même les joueurs ressentent beaucoup plus ce qui ne va pas plutôt que l'entraîneur. Puisqu'on en est au corps du jeu et on sent qu'il y a des défaillances quelque part à droite à gauche. On n'a pas le temps de se parler, on n'arrête pas de se parler, mais on essaie de régler le problème. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui est intéressant, ce que tu dis. Parce que je trouve que c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé dans le milieu du foot. Sur la perception qu'a un entraîneur sur le banc de touche, sur le déroulement d'un match, et la perception qu'ont les acteurs même sur le terrain. Ce ne serait pas la même perception. Différente de la perception de l'entraîneur. C'est possible. Vous avez connu des coachs qui faisaient que de crier à la longueur du match? Ouais, moi non. J'ai eu des calmes, moi. Ouais, c'est vrai qu'Arsène était calme. Ranieri est calme, Arsène est calme, Aimé est calme. Aimé est calme, ouais. À part l'autre, là, Barça. José Mourinho, William. Qui gesticulait dans tous les sens. Non, moi j'ai eu des calmes aussi, moi. Mourinho, non, il était... Il est plutôt calme. D'un seul coup, il s'énerve. Mais ça, c'est pour les caméras. C'est après dans le vestiaire où voilà, ça pète. Mais après... T'as déjà gueulé dessus? Ouais, moi, il m'a déjà gueulé dessus. Mais devant tout le monde? Devant tout le monde. Ouais, il te prend à part. Non, devant tout le monde, ouais. Devant tout le monde, il m'a piqué un peu. À la mi-temps d'un match, avant un match ou à la mi-temps d'un match. Tu t'en rappelles bien en tout cas. Je me rappelle bien parce qu'en fait, Quand tu prends la honte. Non, je revenais de blessure et je lui avais demandé de jouer 45 minutes avant de rattaquer en championnat. Et il m'a fait jouer directement le match en entier. Et au bout de 40 minutes, je pouvais plus courir. Et là, à la mi-temps, putain, il me prend devant tout le monde et il me dit « Mais tu cours pas, t'as intérêt de courir en deuxième mi-temps, sinon je te sors. » Et là, je lui ai dit comme ça devant tout le monde, je lui ai dit « Coach, on a eu cette conversation avant. Je vous avais demandé de jouer 45 minutes, une mi-temps. Ouais, mais t'as joué que 40 minutes. Pour que je puisse retrouver ma forme de jeu. Parce que le rythme. Le rythme, parce que moi, quand je suis blessé, tu ne me fais pas jouer tout un match comme ça. Parce que j'ai des problèmes de dos, je ne peux plus courir, toi, je suis paralysé. Et là, il m'avait attaqué à la mi-temps. Oh là là. Et Dylan, tu t'as vu, alors quand t'es William Gallas, tu peux répondre à Mourinho. Est-ce que toi, tu réponds à ton entraîneur si t'engueules? Non, c'était une discussion. Je pense que même les générations, ça a changé maintenant. Vous répondez pas, vous taisez? La plupart du temps. Ils font comme ça. Non, personnellement, non, mais après, je sais pas, quand le coach il parle, on essaie d'écouter, quoi. On essaie d'écouter, puis... Non, mais nous aussi, on écoutait. Après, j'en ai vu, on essaye. C'était une discussion que j'avais avec mon coach. Je sais pas, mais moi, j'en ai connu un coach qui, quand j'ai débuté mes premiers matchs en Ligue 2 avec Thierry Goudet, je sais pas si vous connaissez. Oui, il était joueur à Laval. Ouais, quand j'ai commencé à jouer, c'était lui l'entraîneur et je sais qu'il gueulait de partout. Parce qu'il est petit, c'est pour ça. Et je sais que, je sais pas, quand je l'entendais parfois sur le terrain, ça pouvait limite me déstabiliser. Je me disais, je me crie tout le temps, toujours dessus et tout. Et... Attends, il te criait toujours dessus? Ouais, il me criait toujours dessus, mais pourtant je jouais tout le temps. Je sais pas. Tu jouais quel poste? Mais qui aime bien Châtillon. Je jouais milieu central. Ah ouais. Et avec lui, je sais pas, je jouais attaquant gauche. Offensif ou défensif? Je suis plutôt défensif. Mais c'est parce que. Après, je me suis dit, je pense qu'il m'aime bien en fait. Ouais, mais il t'aime bien, il a peut-être ça senti. Tu sais, moi, quand j'aime pas les gens, je les ignore. Je parle pas aux gens que j'aime pas. C'est pire que tout. Mais quand tu aimes, tu cries parce que tu veux que ça aille mieux. Ouais, Quand tu aimes un joueur, tu le piques. C'est pour ça, Mourinho, c'était son père. Au début, j'avais du mal à le comprendre. Je me disais, pourquoi moi? Il m'en veut. Je me disais, je sais pas. Peut-être que t'avais besoin de ça aussi. Et au final, c'était bénéfique, je pense. Ah oui. Vous êtes, Dylan, un enfant du hack. Pour revenir à votre parcours, justement, vous entrez au club à l'âge de 11 ans et demi. Allez, tu vois, il y a pire que moi comme coup de jeu. T'es né où? Je suis né à Rouen. Ah, t'es normand toi aussi? Ouais. Très bien cette photo. Ah, Vous passerez, Dylan,
en famille d'accueil, puisque vous êtes trop jeune pour intégrer le centre de formation. Et je crois que ça va être un petit peu difficile pour vous l'éloignement avec votre famille. Vous l'avez dit, vous êtes originaire de Rouen. Ça a été difficile la première année pour vous? Oui, c'était même, je dirais même très difficile, parce que voilà, je quitte mes parents. Familial. T'avais quel âge? Je quitte 11 ans et demi. Ouais, Je quitte mes parents, je quitte ma famille, je quitte mes frères, je quitte mes potes. Pour moi, je quittais tout, quoi. Puis je me retrouve dans une famille d'accueil. Après, je m'entendais bien. Rouen-Le Havre, il faut combien de... 45 minutes. Ouais, c'est à côté. Et pourquoi ils n'ont pas essayé de voir un peu que... Mais je pense que c'était du sport-études un peu, non? Quand je suis arrivé... C'était pas au centre de formation, t'étais en famille non, je d'accueil. pouvais pas aller en centre de formation parce que j'ai pas Tu l'âge suivais une scolarité tous les jours et tu t'entraînais. Ouais, je m'entraînais. Et pourquoi ils n'ont pas essayé à la maison, de te faire rentrer à la maison et de faire en sorte que tes parents soient... Enfin, tu vois tes parents tout le temps? Après, je rentrais tout le week-end. Mon père, ça me rappelle moi. Mes parents venaient me chercher le vendredi soir, puis le dimanche matin, ils m'accompagnaient au match, et après, je rentrais avec eux le dimanche soir. Papa, il est d'où? De la Guadeloupe. Oui. Ça te chip là, ça te chip dur là. Je crois des Sainte-Anne, je crois. Sainte-Anne, mais Ta famille. Il est content là. Ça y est, vous avez retrouvé un copain. on prendra un petit rhum tout à l'heure. Maman, les Normandes? Ouais, ma mère est normande. Un petit punch. Puis ce sera le centre de formation Dylan jusqu'à vos 18 ans. Vous allez signer votre premier contrat pro à 20 ans au HAC. C'est finalement pour vous un certain aboutissement de signer ce premier contrat pro dans votre club formateur? Par contre, il n'y a pas de coiffeur au Havre? Ah ouais, la coupe. Ah, mais ça, c'était. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va pas. On allait là. manger, elle venait de me réveiller, je crois. Il y a eu du vendeur. Hein. Aïe, putain. Ah, mais après le match, c'est normal. Et ton père, Mais oui, il a pas mis le gel. ça va pas, mais Quelle horreur! Mais ils sont jaloux. Mais Vous c'est êtes- une crête. vous êtes- On dirait la crête Je d'un suis mieux comme boulet. ça, non, c'est mieux comme ça maintenant. T'es bien là, t'es bien. Tu vois, tu es médisante. On n'est pas du tout jaloux. Là, c'est très bien sa coupe de Ouais, cheveux. bah oui, là, ça Mais y est. là, ça allait. Mais là, non, mais je te fous sur un fumier à 5h du matin. Je te fais chanter le coq comme le coq. Hein. Ah, là, j'avoue que c'était chaud, quoi. Ton père, il a rien dit là. Ah, je crois qu'il a jamais vu Il ces l'avait images, jamais je crois, vu, en fait. sinon tu morfles. Hein, Ah, rentre à la je maison. veux direct. Tout ce qui est capillaire, ils en connaissent un rayon, les deux. Tu sais, ça fait penser, là, tu me fais penser au petit joueur de Nantes qui est parti en Allemagne. Non, Aminarit? Aminarit. Ouais. Sur là où tu te levais, où tu fais le signe comme ça. Ouais. Au début, je me suis dit, on dirait Amine. Ouais. Alors, la bien connue école havraise, on s'est amusé, Yallah. Dylan, à dessiner le 11 des joueurs passés par la case formation du HAC ces dernières années. Vous allez voir une équipe qui fait assez rêver. Avec Mandanda dans les cages, Benjamin Mendy à gauche. Bon, on a mis Ferland Mendy à droite parce que bon, il y avait déjà un autre Mendy sur le côté gauche. Là, Sana Diarra, Paul Pogba, Dimitri Payet, Rafik Guitane, Guillaume O'Haro, tout seul devant. Belle Et équipe, puis Riyad Mahrez sur la fin de sa formation avant que le club ne le lance chez les pros. Vous en avez croisé quelques-uns, Dylan, notamment Riyad Mahrez, que vous avez côtoyé les premiers mois. Ouais, Rassou, parce que parfois, quand j'ai commencé à jouer avec la réserve, lui, parfois, il redescendait quand il n'avait pas son temps de jeu avec les pros ou quoi. Et voilà, quand on jouait avec lui, limite, c'était tiens, prends la balle, va nous marquer un but, quoi. Parce qu'il pouvait faisait la différence trop facilement, c'était vraiment... Il avait déjà le même style de jeu. Ouais, toujours le même. Enfin, je sais pas. Enfin, quand je le voyais jouer, je me disais, il est au quartier, lui. Il va faire des virgules. Il fait ce qu'il veut avec la balle. Donc, c'était beau, quoi. Et Dorasso, on aurait pu rajouter Dorasso. Qui a joué au Havre. Et j'aurais pu, mais je suis pas passé par la cavée verte du HAC. Donc, Ah bon? non. Tu es juste passé devant toi. Oui, je suis venu. On a fait un petit 11 des joueurs encore en activité, ceux qui jouent encore et qui ont été formés au HAC. Et puisque vous parlez de Riyad Mahrez, justement, Riyad Mahrez qui régale en première ligue, on va vous montrer quelques images pour le plaisir, les plus belles actions de Riyad Mahrez, les plus beaux buts de l'Algérien en première ligue. C'est parti. The dawn, all the time with all the shine. You small time, I ball with mine. Lynx, Minx, Bentley, Azor with mine. My jams bump out to the borderline. UK hot with it, blue spots with it. Every continent love when I spit it. Corners the blocks, even the cops feel it. Brothers on lockdown on their cock feeling. It's real in the field, the last Mohican who survived in the streets and did something decent. Now I got plans to buy the whole hood. Legit now, I ain't got a lot of no judge. I make hits now, money I flip now. Hood fella, every honey wanna kiss now. I lit up my neck, pinky and wrist now. So girls everywhere, that's how we get down.
club moving. I get it real hot, my song seduce them. I flow, I'm so mysterious. Nas and Nasty's the alias. Everything platinum, I glow. Cadillac trucks pulling up to the door. On top, out the car, lounge at the bar. We spin it down, we wild, look how rowdy we are. I feel like $1 million. Feel me holler to the max with the Benz and chrome wheel and polish. Thugs and renters to the players and ballers. Sexy mamas, fly ladies looking proper. Le phénomène Riyad Mahrez. Et on va rester en première ligue, puisqu'on a vu également dans cette compo des joueurs formés au HAC un certain Benjamin Mendy, surclassé très tôt au HAC. Vous l'avez aussi côtoyé, Dylan. T'as connu Benjamin aussi? Ouais, je l'ai connu. Bah, il a 1 an de plus que moi, ça fait. Bon, je l'ai toujours vu au centre de formation. On était limite dans les mêmes couloirs. Après, je crois pas avoir joué beaucoup de fois avec lui, parce qu'il était surclassé très tôt, je crois. Mais c'était un super mec, toujours là à mettre la bonne ambiance. Ah ben il continue, mais avec des béquilles. Mais il vannait tout le monde. Enfin, je sais pas, il était tout. Il y a quelques temps, il fait plus de vidéos pour les matchs. Il a dû se faire engueuler. Il va mieux, en tout cas, Benjamin Mendy. C'est une info SFR Sport et Breaking Foot. Il pourrait retrouver le groupe des Citizens d'ici à 2 semaines. Plutôt de bonne longueur avant le mondial. C'est clairement lui qui mettait l'ambiance dans le vestiaire. On entendait beaucoup Benjamin Mendy au centre de formation du HAC. Bon, on entendait vraiment beaucoup, parce que voilà, en plus c'était le seul il était au centre, mais il jouait déjà avec les pros. Ça fait qu'on allait le voir, on regardait que lui. Je me rappelle, je crois que c'était contre, je sais plus, c'était contre peut-être Monaco, je crois, en Ligue 2. Et à un moment, il y a corner, il reste en défense. Et la balle, elle revient vers lui, il y a 2 joueurs qui le pressent, il fait feinte de mettre au gardien, il met crochet comme ça. Et les 2 joueurs, ils vont tout droit. Et non, c'était un super joueur. Après, même quand il rentrait le soir, il essayait toujours de nous ramener un petit maillot, un petit short. Enfin, je sais pas, il nous faisait toujours plaisir, quoi. Il faisait pas le mec qui était au-dessus de nous, qui nous prenait pour n'importe qui. Un peu le grand frère. Ouais, voilà, c'était plus un grand frère pour nous. Enfin, je sais pas, il nous passait son ordi, il avait acheté la collection d'Olivier Tom, et ses DVD tournaient partout. Enfin, je sais pas, il nous mettait bien, quoi. Parce qu'il a fait la même chose avec Olivier Tom, c'est le petit terrain qui a rendu 10 km. Avec le petit avec Kylian Mbappé. Oh là, avec qui? Kylian Mbappé. Ah bah dis donc. Je perds ma voix là. C'est Mbappé, c'est pas Mbappé, c'est Mbappé. Mbappé, ouais. Non, Est-ce que vous voulez dire, William, qu'il l'a pris un peu sous son aile, Benjamin Mendy? Ouais. Un peu le grand frère. Un peu le grand frère, ouais. Bon, il y a un autre. Mbappé, pas Mbappé. On dit pas le M, on soit poli, on dit pas le M, c'est tout. Il y a un autre Havre dont on a beaucoup parlé, notamment cet hiver. C'est le jeune Rafik Guitane. Vous êtes de la même génération, Dylan. On dit que c'est une pépite, il a 18 ans, il a été acheté pour 10 millions d'euros par le stade rennais. On a dit que c'est le joli coup vraiment du mercato cet hiver. Qu'est-ce qu'il a en plus? Qu'est-ce qui vous a marqué chez ce garçon? Pourquoi est-ce qu'on dit de lui que c'est vraiment une pépite du centre de formation du Déjà HAC? par son jeune âge, parce que je crois qu'il a à peine 18 ans. Et voilà, c'est un mec que j'ai connu quand il était petit quand même, quand il jouait dans les catégories plus petites que moi, et on voyait déjà qu'il avait un sacré potentiel. Son pied gauche, je sais pas, il dribble tout le monde un peu dans le style à la Mahrez, quoi. C'est un peu les mêmes styles de joueurs, ils peuvent conduire la balle sur 30-40 mètres et effacer n'importe quel joueur. Voilà, il a fait quelques matchs en pro, ça s'est plutôt bien passé pour lui, il a réussi à marquer. Et il nous a fait gagner des matchs aussi. Et voilà, c'est un mec gentil, il est calme, respectueux, il fait rire les gens aussi. Donc voilà, c'est un bon mec. Et puis il y en a un, puisqu'on a vu ce 11 des joueurs formés au HAC ces dernières années, il y en a un que vous n'avez pas connu, qui est un peu plus âgé que vous, c'est Guillaume O'Haraud. Et il continue de régaler, messieurs. Il y a quelques jours, lors du match nul entre le FC Bâle et Berne, l'ancien du HAC, en grande forme, avec 10 buts en 8 matchs, nous a régalé de ce magnifique retourné acrobatique pour ouvrir le score pour les Young Boys de Berne. Il continue, l'ancien parisien, à marquer de beaux buts. Ah, c'est intéressant, City. Oh là. Ils sont champions, non? Ils vont être champions, non? À la Cristiano, pas loin.
Quel est le joueur qui vous a le plus impressionné finalement, Dylan, au HAC? Des joueurs aux côtés desquels vous avez été formé? Je pense que c'est Ferland. Parce que il a toujours des grandes qualités pour moi. C'est un mec, quand il est arrivé, on était beaucoup ensemble, même sur les terrains. Et j'ai beaucoup analysé son jeu, on va dire. Et voilà, je sais qu'il est capable de faire beaucoup de choses avec le ballon offensivement et défensivement. Il est très dur à passer. Il est arrivé à Lyon cette année, là? Ouais, sa première Franchement, saison. il m'a épaté. Hein. Il a une maturité aussi au niveau du jeu. Il est capable de... Il est rentré dans le groupe de Lyonnais rapidement. Même quand je parlais avec lui, il me dit... après, ils l'ont bien intégré aussi. Ouais. Et ça fait que... Non, mais ses qualités, elles sont toujours là, quoi. C'est indéniable que... Il a un vrai potentiel. Mais tu sens que, même par rapport à l'équipe de France, tu sens que les deux Mendy... tu peux les retrouver. Ouais, tu vas les retrouver après la Coupe du Monde. Tu peux avoir Mendy remplace Mendy. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair parce que... voilà, comme tu dis, il est jeune, mais bon, tu sens qu'il... Spécial dédicace à Roger Mendy, qui a été un grand défenseur, qui était à Toulon et que moi j'ai connu, et qui était un défenseur extraordinaire. J'ai joué avec lui. Ah oui, à Monaco, exact. Tu as joué avec Roger Mendy. Je le trouvais extraordinaire, gentil, mentalité extraordinaire et très bon joueur. Il y a un truc avec les Mendy. Ouais. Ferland a été suivi par beaucoup de clubs, en tout cas, avant de s'engager avec l'Olympique lyonnais, l'Atlético Madrid, notamment le Paris Saint-Germain aussi, on en a un petit peu parlé, et puis il s'est engagé pour 5 ans à Lyon, 5 millions d'euros l'été dernier. Le plus impressionnant, vous l'avez dit, Dylan, vous avez vécu ensemble aussi au Havre, et je crois que vous étiez fait une promesse, tous les deux. Vous mariez? Non, on s'est toujours dit qu'on faisait tout ensemble, quoi. Vous mariez. Non, moi, pas à ce moment-là. Mais pour les gosses, ça va être difficile. Vous avez toujours tout fait ensemble? Ouais, dès qu'il est arrivé, on a toujours tout fait ensemble. Comme William et Manu, vous avez tout fait ensemble. Quand je déménageais, il déménageait. Dès que j'ai pris un appartement, on a vu qu'il y en avait un qui était libre en bas. Donc, mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi t'es pas à Lyon, alors? Trop bonne question. Il t'attend. Non, on a toujours fait... Vous avez le même âge? Ouais, on a le même âge. On a vraiment tout fait ensemble, quoi. Ah bah écoute. Vous étiez promis de réussir, tous les deux. Non, c'était promis de réussir tous les deux. On s'est dit quoi, on va aller chercher notre truc à deux. On est parti chercher notre contrat pro à deux. On a commencé à jouer en même temps. Après, quand on était sur le terrain, on faisait pratiquement tout à deux. Lui, il était arrière gauche, ça fait moi, je me mettais milieu gauche, comme ça, je pouvais toujours le retrouver et tout. Donc, on avait une vraie complicité. Hein. Ouais, il manque. Hein. Faut que t'accélères. Il manque le poteau, il est pas là, le copain. C'est pareil après, mais c'est comme ça. Après, il a pris son chemin, je suis content pour lui. Ouais, chacun prend son envol. J'espère qu'on se retrouvera plus haut. C'est Manu et William sont connus, ils ont vécu une belle histoire d'amour. Ils ont fait les 400 coups ensemble. Ils ont fait les 400 coups et regarde, ils se retrouvent 10 ans après. Regarde, ils sont là, ils sont heureux. Sur le même plateau. Sur le même plateau. On n'a même plus besoin de parler. On sent qu'ils se pensent qu'avec des on se comprend. Alors, on ne sait pas sur quoi, mais ils se comprennent. Ils veulent surtout pas le dire, c'est ça le problème. Alors Ferland Mendy, sous ses airs un peu de timidité, il a aussi un caractère bien trempé. Il faut dire qu'au Havre, il avait des relations un peu compliquées avec son ancien entraîneur Bob Bradley. Il faut dire que le courant ne passait pas vraiment. Il était venu sur notre plateau, il était venu dans le vestiaire expliquer justement, Ferland Mendy, pourquoi le courant ne passait pas avec Bob Bradley. Je vous propose de le réécouter. En première année, j'étais en stagiaire. Mon premier match, je l'ai fait à Sochaux. Et après, l'année... Quel âge t'avais? J'avais 20 ans. Non, 19 ans. Et après, l'année d'après, j'ai fait 1 an où j'ai joué, j'ai pas joué. J'ai eu Bob. Bob Bradley, votre entraîneur? Ouais, qui est parti là. Qui est à Swansea, là. Ouais. Première ligue. Et en gros, je m'entendais pas... Le courant passait pas? Ouais, le courant, il passait pas, en fait. En fait, j'ai joué pendant 5 matchs. J'ai enchaîné 5 matchs. Il me faisait jouer, et d'un coup, il m'a enlevé comme ça. Sans explication? Sans explication, sans rien. Et c'est là où, après, moi, j'étais jeune, il m'a mis dans le bain. Après, je me suis mis dans le bain, j'étais à fond, je me donnais à fond, tout ça. Mais quand il m'a enlevé, j'ai pris un gros coup au moral. C'est un truc qui m'a touché au jour d'aujourd'hui, même j'ai encore là. C'était plutôt plus sur le plan humain que ça passait pas. Bob, c'est pas quelqu'un qui va parler, qui va parler. Toujours, c'est quelqu'un de, on va dire, un peu réservé, qui va rester dans son coin et va te parler que quand ça va mal. Tu vois, t'as eu la chance parce que t'es venu à la même émission, tu vois. Et t'as eu t'as de meilleurs consultants déjà. Parce que t'avais William, mais bon, t'avais Jérôme Bretel, pas déconner quand même. Mais surtout, t'as des meilleurs fauteuils.
T'as vu, lui, il avait foutu sur un truc de merde. Je pas fait attention. On évolue. Ah, C'est c'est lentement, hein, mais... Très lentement. Sur- En même temps, il faut le fauteuil, hein, alors c'est pas... C'est difficile. Peut-être qu'on va changer les consultants après dans les mois à venir. C'est-à-dire, oui, parce que nous, on en a partout. C'est difficile, il faut dire aussi, Dylan, de faire son trou au hack. Il y a beaucoup de concurrence. C'est compliqué pour vous aussi de vous épanouir dans ce club, enfin, de faire son trou, de se faire une place, de se battre pour jouer. Bah ouais, quand même, parce que déjà mon poste, je crois qu'on est au moins 6 milieux, je crois déjà. Donc voilà, c'est quand même difficile parce que ouais, y a les joueurs plus âgés, les joueurs qui étaient là l'année dernière. Moi, j'étais prêté à Avranches, donc j'étais pas là. Après voilà, quand je suis arrivé cette année, je me suis dit, bon, je vais travailler, puis je vais gratter ma place au fur et à mesure du temps. cette saison? Cette saison, j'ai fait 2 titulaires et une fois rentré. Sinon, tu joues avec la réserve? Ouais, sinon je joue avec la réserve. C'est Après, qui l'entraîneur, déjà je fais souvent des bancs, je suis souvent sur le banc avec eux, mais je rentre pas la plupart du temps. Qu'est-ce qui te manque pour vraiment prétendre à une place de titulaire ou être en concurrence avec les joueurs qui sont titulaires? Bah, aujourd'hui, pour moi, c'est une bonne question. Parce que voilà, T'as la je réponse bosse, ou- non, pas du tout. C'est un choix. Je fais la réponse. Je pense que c'est juste un choix. Ouais, je pense que c'est un choix. Après, c'est les choix du coach. Je suis pas là pour la remettre en question. Bah, ou tu quoi. dois Après, savoir au c'est- fond de toi-même si t'as des... C'est quoi Il tes vous qualités, explique, en fait il C'est quoi vous tes parle, qualités Oswald Tanchot Bah, aussi moi, je suis un joueur, on va dire, technique et intelligent. Après, je suis un mec qui va charbonner, on va dire. Donc, je vais courir un peu partout, essayer de récupérer des ballons. Après, quand on a la balle, je pense que techniquement, je suis quand même à l'aise. Donc, je peux faire le jeu. Après, voilà, je sais pas, enfin, au milieu, il y a Lekal qui est très bon aussi, qui fait une très bonne saison. Après, après ça tournait entre Fontaine et Yuga, qui sont des styles de joueurs différents à moi, on va dire, parce que Fontaine, c'est plus un joueur offensif et Yuga, c'est un joueur vraiment défensif. Donc, voilà. Toi, après- tu es en sentinelle devant la défense ou tu es un milieu à 3 ou c'est... Bon, après, que je joue en sentinelle ou dans le milieu à 3 plus haut, ça me dérange pas. Tu fais le box-to-box ou tu es vraiment situé comme Devant la défense. devant la défense? Bah, en fait, je peux jouer les deux. Donc, si on me dit de rester devant la défense, je peux rester devant la défense à charbonner et faire jouer l'équipe. Et s'il faut jouer en box-to-box, je pense que, enfin, je sais pas, j'ai les capacités pour y jouer, quoi. Tu as déjà joué à d'autres postes aussi? En ce moment, on m'essaye latéral droit un peu. Ça te plaît pas, hein? Bah, c'est un poste différent parce que bah, t'es C'est le souvent nouveau derrière. poste à la quoi. mode. Hein. Mais oui, c'est ça. Ouais, c'est t'es sur souvent le- Le derrière. couloir, après, c'est le nouveau poste à la mode. On ne demande pas trop de défense. C'est là où il- Ouais, bah ouais. Mais il a raison, Bah, parce que- moi j'ai joué là, on a joué. Les gros salaires vont se mettre sur les. Les gros salaires vont on a devenir joué- sur les on a zones joué de là, couloir. en championnat. Arrive un moment, il faut que tu prends tout ce qu'on te donne. Ouais, bah, c'est pour Tu ça vois. quand on met un Si tu droit, vois que je malheureusement dis c'est pas non, bloqué, c'est un poste qui, de toute au façon, milieu je de terrain, l'expérimente. et on te met sur le côté, Vas-y. vas-y. Tu vas prendre beaucoup de L'important, c'est de plaisir. jouer. Ouais. Ouais, bah, après, Vraiment, l'important, c'est de jouer. si demain on met un droit, je vais pas dire non, je joue pas, moi je vais jouer aussi. Et même, de toute façon, au pire des cas, ça me fait un poste de plus à mon CV, et puis je m'expérimente, quoi. C'est un poste à découvrir. Une corde de plus à votre arc. Ouf, bravo, bien dit, Sarah. Merci. Il faut dire que vous aviez été aussi, Dylan, prêté la saison dernière à Avranches. Un prêt qui vous a permis, vous diriez, Dylan, de grandir, de vous concentrer aussi un peu plus sur le foot. Bah ouais, parce que déjà avant c'était une petite ville, pas beaucoup d'habitants, que des petits commerces. Bord Il de n'y avait pas mer. grand chose, quoi. Le seul truc à visiter, c'est le Mont-Saint-Michel, quoi. Donc, Ah, mais c'est beau le Mont-Saint-Michel. ouais, Bon, bah, toi, tu l'as fait 2 fois. je l'ai t'as- fait beaucoup de fois dans ma vie, je Oui, pense. moi aussi, j'ai fait un peu trop. Ça la va, Et non, mais pour moi, c'était une très bonne expérience parce que je suis sorti d'une structure pro, on va dire, donc ça m'a permis de vraiment apprendre à travailler tout seul, à faire attention à tout ce que je fais, que ce soit hygiène de vie. C'est-à-dire que c'était le hack qui te payait. Ouais, bah après, je pense que c'était un arrangement entre les deux clubs, ouais, entre d'accord. les clubs, quoi. Et Donc, avant, ils sont nationales, non? C'est ça? ouais, j'étais en national, Là, l'équipe réserve du HAC a joué en quelle division? en CFA. Ah oui, compliqué quand même de hisser son niveau de jeu si t'es appelé à jouer pour l'équipe première. Ouais, c'est sûr. Bon, après, Donc, Après, là, CFA, il te reste- c'est un bon championnat. Il y a des, Oui, non, je il y a sais, des- mais il te quelques reste 2 équipes. ans, là Et il te reste ouais, combien je suis en de fin de contrat? contrat. T'es là. en fin de contrat? Mm. Et ils t'ont proposé une prolongation Bah, ou t'as été contacté par d'autres clubs? Pour l'instant, la prolongation, j'ai aucune nouvelle. On a déjà demandé. Puis, ouais, ils nous ont pas donné de réponse. Ils ont dit qu'il faut voir s'ils montent. Si on monte, parce qu'il y a le projet qui est
d'attraper au moins la 5e place, quoi. Enfin, on essaie de se battre pour. Et après, les pistes, j'ai mes agents qui travaillent, donc après moi, je me concentre surtout sur le foot, quoi, sur faire mes performances en entraînement, et toujours bien travailler, pas me blesser. Donc voilà, après c'est quelque chose qu'on verra dans l'avenir, quoi. L'objectif, ce serait, Dylan, de rester en France, de préférence? Bah ouais, parce que je pense que... Moi, je pense aussi. Bah la France, c'est la France, quoi. Enfin, pour moi, j'ai besoin de me faire connaître en France. J'ai pas envie de partir à l'étranger. Faut qu'ils franchissent des paliers. Et que je tombe aux oubliettes, quoi. Donc, ouais, tu vas pas retourner en Slovénie ou je sais pas où, dans un pays Il faut que exotique. tu joues face à ton pote. À Ferland? Ah oui, il t'attend. Ouais, j'aimerais bien. Vous êtes promis quelque chose. Attends, ça doit te booster, ça. William, justement, on a retrouvé des amis à vous. T'as des amis, Ce toi? Oh là là, t'aimes pas qu'on parle comme ça. Il y a 2 mecs qui me se foutent de ta gueule. Les Power Rangers. Ah, regardez Power Rangers. Ouais, vous savez que chez SFR Sport, on a un trublion qui s'appelle Renaud Marco et qui va pour nous dans les villes un peu partout en Angleterre, les jours de match, à la rencontre des supporters anglais. Et ce week-end, il était à Bournemouth et il a retrouvé des Power Rangers. Ouais, des Power Rangers qui ont, William, un message pour vous. Regardez. Which French player you hate? Giroud. Thierry William Gallas. Because he went to Chelsea from Arsenal. What the fuck? En fait, c'est moi derrière le truc en jaune. C'est moi derrière le truc jaune, là. C'est moi. Il dit what the fuck, man? Enlève ton masque, on t'a reconnu, là. Mais je te l'ai dit, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Je te l'ai dit d'entrée de jeu. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, regarde, à la sortie, t'as un mec qui est déguisé en jaune et qui passe à la télé. J'étais pas le premier et je serais pas le dernier. Charlton n'était plus en première division, parce qu'il aurait joué là-bas. Ah, il aurait mais Wimbledon aussi. Il aurait même fait Wimbledon, je te dis. Il n'a pas fait West Ham encore. Ah bah encore. Non, jamais. Jamais, pas déconner quand même. Avec le moulin en bois qu'il a, rigoler. C'est vrai, hier, hein, tu peux quand même... Non. Non. Tu te perds, Manu, tu te perds. On repasse à l'actualité. Mais t'étais la vraie star, toi. Ouais, Gallas en loose day, les Power Rangers. Mais t'es vraiment On se retrouve à la tribune de la FIFA, le match de l'équipe. On se retrouve avec une blonde russe, avec une interprète. Le mec me l'a raconté. T'as pas vu l'histoire? T'as pas vu le match d'équipe de France? Non. T'as pas vu le match d'équipe de France en Russie? T'as pas fait attention? Il y a un mec, il est tout seul dans la tribune présidentielle, avec une blonde, c'est un mannequin, et le mec il rentre, il fait ouais, c'était mon interprète. Et personne n'a cru, bien sûr. C'est important la langue, hein. Bah, surtout si tu parles pas le russe. Attends, on te pose des questions en russe. Bah oui. Faut que tu répondes quand même. Comment tu fais? Mais tu nous as pris pour des... hein? Non, je sais pas pourquoi vous êtes dans un délire en ce moment. Avec cette non, histoire. Lui qui m'appelle juste après, et il faut absolument que tu me rappelles, il y a un problème, ton ex-femme. Quel problème? Je l'ai vu à la télé, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit William, putain, ta femme elle vient d'appeler et tout au bureau, elle est folle de rage et tout. C'est qui la poucasse à côté de toi? Il a plus de femme. Ah ouais, mais bon. Et après il me dit ouais, moi je dis chié dessus, tu m'as rappelé tout de suite. Je dis non Manu, je t'ai rappelé parce que je te respecte et parce que t'es un pote. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Moi tu m'aurais pas rappelé moi. Comment? Tu m'aurais pas rappelé, je t'avais appelé. On n'a pas... Ouais, vous n'avez pas fait des trucs. J'ai bien compris, Non mais vous avez fait des trucs. Ils sont pas les cochons jaunes. Non, mais Sarah, tout de suite, j'ai pas dit ça. Non, on parle pas de Leboeuf, t'es cochon. Ça va. Non, mais Sarah, pas bien de se moquer de mon nom. Mais c'est vrai qu'ils ont vécu des choses tous les deux qui font que bon, qu'un mec appelle l'autre il répond, c'est normal. On n'a plus de secret tous les deux. C'est pour ça que je l'ai pas appelé d'ailleurs, parce que je savais qu'il allait pas répondre. Mais je lui ai posé la question en direct, parce que c'était important pour moi de savoir qui était cette blonde. Et j'ai répondu, tu vois. T'aurais vu la blonde, Dylan, l'interprète. C'est beau le foot, hein. Ouais. Tu sais qu'en Russie, il y a de belles blondes. Hein, ah ouais. Pourquoi tu crois que la plupart, ils vont tous en Russie pour la Coupe du Monde? On parle de meufs encore. Non, mais c'est moi qui commence à mais qui se retrouve en tribune présidentielle avec une blonde à côté et personne d'autre à côté? Sur toi. Gros plan et personne à côté. Genre. Arrêtez de parler de filles à Manu, il en a marre. Il en peut plus. Ouais, lui, sait pas comment gérer. Tu sais. Je vis quand même avec deux mecs tous les soirs, c'est accès énorme quand même. Des extraterrestres de gonzesses, quand même. On va repasser à l'actualité, si vous voulez, en terrain. Ouais, ça serait pas mal. Thomas Tuchel aurait été choisi pour devenir l'entraîneur, le futur entraîneur du Paris Saint-Germain la saison
prochaine. L'émir du Qatar et la direction parisienne apprécieraient particulièrement le technicien allemand, son sens tactique, ses bons résultats au Borussia Dortmund. Mais quid, c'est la question de la gestion des stars. C'est entre autres ce qui avait été un peu reproché à Unai Emery, son inexpérience dans un vestiaire parfois capricieux. Neymar, Thiago Silva, Verratti, Thomas Tuchel réussirait-il à se faire obéir dans un vestiaire de stars ? Il y en a un qu'il a connu et bien connu pendant 2 ans au Borussia jusqu'au mois de janvier dernier, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. C'est finalement la seule star qui a eu à diriger Thomas Tuchel. L'Allemand pourrait-il gérer ce vestiaire parisien ? Élément de réponse avec l'attaquant d'Arsenal qui a répondu aux questions de Fabien Fougeret en exclusivité au micro d'SFR Sport. En termes de coach, je pense que c'est l'un des meilleurs que j'ai eu. Donc son talent, ça je ne peux pas le renier. Il pourrait être très bien pour Paris. Maintenant, à voir si... s'il va réussir, s'il y va en tout cas, on va voir s'il réussira à bien gérer le vestiaire. Je pense que c'est ce qui est le plus dur dans les grandes équipes. C'est quelqu'un d'un peu fou, un peu comme moi. Mais on va dire que son style de jeu ressemble un peu à celui de Pep Guardiola. En tout cas, c'est le même esprit. Voilà, il aime beaucoup conserver le ballon. Et, un jeu, quoi qu'il arrive, porté vers l'avant aussi. Mais je pense qu'il a l'étoffe. Maintenant, ce sera à lui de le démontrer. Tu l'as. Ah non, Manu Non, rien. Un entretien exceptionnel de Pierre-Emerick Aubameyang à retrouver dimanche midi dans Transversal. Ce sera juste avant le derby londonien entre Arsenal et West Ham. Cette gestion des stars, justement, messieurs, vous dans vos carrières respectives, vous avez connu des vestiaires de stars, que ce soit à Chelsea, au Barça, Manu, même à Monaco. Est-ce qu'il existe, selon vous, des coachs pour grands joueurs ? Est-ce qu'il y a une gestion particulière de ces égos, de ces stars, de leurs demandes et de leur statut dans un vestiaire ? Bon, Oui. vas-y. Moi, je considère qu'un entraîneur qui gère un vestiaire de stars doit s'assurer d'avoir le respect de ses joueurs. Ça passe soit par la crédibilité, soit le parcours en tant qu'ancien joueur, comme l'est à l'heure actuelle Zizou avec le Real Madrid. Mais ça dure un certain temps. Après, tu es remis en question en permanence, à la fois sur tes séances d'entraînement, mais également ton management de tous les jours avec les joueurs. Même si tu as une grande carrière, tu as été un grand joueur, ce crédit, il s'épuise au bout d'un moment. Donc, c'est les compétences derrière qui viennent s'imposer d'elles-mêmes. Et c'est un pari réussi pour Zizou au Real. Mais quand tu n'es pas un ancien joueur, un ancien grand joueur, que tu arrives en étant un entraîneur, entre guillemets, avec une carte de visite anonyme, si tu as eu la chance d'avoir managé des clubs avant et que tu as quand même une carte de visite qui force le respect, ça te donne déjà une matière pour pouvoir mettre en place un cadre. En revanche, si tu n'as pas une carte de visite et que tu es un entraîneur anonyme, il va falloir que tu arrives à prouver sur la durée, sur les premières semaines, que tes séances d'entraînement, ton management, tout ça arrive à convaincre tout le monde et que le discours que tu tiens, justement, peut fédérer tous les joueurs que tu as derrière toi. Moi, je considère que la personnalité joue pour beaucoup, la compréhension aussi, l'échange humain est important. Mais en même temps, c'est très difficile parce que au Barça, moi, j'ai eu un entraîneur qui n'avait pas le charisme ni, pour moi, la personnalité pour gérer ce vestiaire-là. C'est pour ça que c'est parti en sucette très rapidement et qu'il a été viré. Mais à l'instar, j'ai connu des entraîneurs aussi qui n'avaient pas nécessairement une personnalité extravertie, mais qui imposaient un respect parce qu'on voyait les compétences à la fois dans le management, mais également dans ses séances d'entraînement. Et c'était accepté par les joueurs et c'était pas remis en question. Moi, je trouve aussi que tout dépend aussi du vestiaire que tu as. Si tu as des petits cons qui se comportent comme des divas et des stars dans un vestiaire, tu peux amener n'importe quel entraîneur, tu auras toujours des problèmes relationnels. Mais comment ils géraient justement les Rivaldo, les Kluivert ? Comment est-ce que Serra Ferrer arrivait à gérer les... Ben, il les gérait pas. Mais je comprends pas. Il est considéré comme... Il les gérait pas parce que le vestiaire avait bouffé Serra Ferrer. Et notamment les piliers à l'époque où il y avait les Guardiola, les Luis Enrique, les Debourg, les Kluivert, les Rivaldo et compagnie, avec les tensions qui existaient à cette époque-là entre les Néerlandais et le groupe des Catalans. Si tu n'as pas un entraîneur à poigne qui est neutre dans sa gestion d'un vestiaire, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un entraîneur qui prend parti pour des joueurs contre d'autres joueurs,
ça, tu es sûr que ton vestiaire, il va te le faire payer pendant toute la saison. Et encore une fois, les compétences sont très importantes, mais la personnalité, l'aura, le charisme aussi, l'est tout autant pour moi. Dylan, Comment il s'appelle l'entraîneur de Tuchel. Thomas Tuchel, l'entraîneur de Borussia. Non, parce que le nom en français, il va falloir que le Paris Saint-Germain soit bon, parce que sinon, ils vont morfler. Non, mais en même temps, appeler Jean-Paul Rouve. J'ai pas envie de lui mettre une peau de banane à Tuchel. Je le trouve sympathique au demeurant. Tuchel, je le trouve sympathique. Je trouve qu'il fait du bon travail au Borussia Dortmund. Mais pourquoi aller chercher Tuchel en sachant qu'il n'est pas expérimenté, qu'il n'a pas une carte de visite impressionnante, qu'il n'a pas l'expérience de la Champions League? Je veux dire, c'est tout ce qu'on reprochait à Unai Emery. On ne connaît pas sa personnalité, on ne connaît pas sa faculté à manager justement un grand vestiaire avec des grands égos. Pour moi, ça reste une inconnue à ce niveau-là. Mais si on compare justement avec Unai Emery, je ne vois pas de grande différence, quoi. C'est le Unai Emery allemand avec les titres en Ligue Europa en moins. Ouais, mais ça veut dire qu'ils feront encore une autre erreur. Ce sera encore une erreur du Paris Saint-Germain de prendre un peu le même style entraîneur que Je crois Emery. qu'ils auraient été chercher Jürgen Klopp, par exemple. Ça aurait plus. Je ne fais pas partie de Liverpool. Non, mais. L'histoire de Klopp avec Liverpool aujourd'hui, elle est extraordinaire. Ouais. Mais parce que le problème, c'est qu'après, tu fais par élimination. Tu vas chercher qui? Bah, t'as Simeone, t'as. L'Atlético de Madrid, tu crois qu'il s'en va, il partirait? Non, je sais pas, à un moment donné. Tu peux toujours, quand tu alignes, il suffit que tu alignes. Une éternité qu'il a à Atlético. Moi, je pense qu'il a fait le tour avec. La preuve, ils sont sortis de la Champions League cette saison. D'accord. On a parlé Sergio Conceição, on a parlé de... ou même Jardim, Allegri de la Juve, qui fait de l'excellent travail avec la Juve, tu vois. Donc, il y en a plein d'entraîneurs. Et pourquoi pas prendre aussi un entraîneur qui a de la bouteille, de l'expérience, qui a managé dans différents pays. Enfin, je sais pas, moi, je veux dire. Antonio Conte, on en a parlé. C'est marrant parce que Arsène Wenger. Il y a un changement d'orientation de la part des dirigeants du Paris Saint-Germain. Au départ, ils voulaient des grands noms, à la fois au niveau des joueurs pour attirer, parce qu'ils voulaient créer un club, une dimension internationale. Ils voulaient aussi un entraîneur qui ait un nom, une carte de visite, qui soit localisable et reconnaissable sur la planète foot. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'après tout ce qui s'est passé les premières années, sont allés chercher une Emery que personne ne connaissait en France, même s'il avait gagné 3 Europa League. On va chercher les tuches. Ouais, mais Non, mais c'est pour ça, ça peut marcher, encore une fois, je ne sais pas, mais je me pose la question, pourquoi laisser partir une Emery alors que ça fait 2 ans qu'il est au club, si c'est pour prendre Tuchel? Non, mais tu es obligé de prendre un entraîneur qui est à la hauteur des joueurs du Paris Saint-Germain, je veux te dire. Là, c'est pas le cas, là. Là, c'est pas le cas du tout, et je pense que Tu penses qu'ils le connaissent, les joueurs du PSG, Tuchel? C'est ça le problème. Déjà, le problème au niveau de carte de visite, nom. au niveau de sa carte de visite, qu'est-ce qu'il a gagné? Attends, est-ce qu'il a gagné une Champions League? Non, il n'a pas gagné de Champions League. Ça veut dire qu'arrive un moment. Il a rien gagné. Quand tu arrives, je crois qu'il a jamais joué la Champions League. Voilà. Il a gagné une Coupe d'Allemagne. Quand tu arrives dans un vestiaire comme celui du Paris Saint-Germain, ce que tu vas demander à cet entraîneur, c'est de faire gagner cette Champions League au Paris Saint-Germain. Mais pour ça, il faut que tu aies un entraîneur qui l'a déjà gagné. Et ça ne va pas être le cas. Je pense que ça va être très compliqué. Et malheureusement, ils vont encore faire une autre erreur avec cet entraîneur. Moi, j'aurais pris Ruud Gullit. Sérieux? Ouais. Il est où, Ruud Gullit? Il a été entraîneur adjoint de la sélection. Tu cherches un nom, tu cherches quelqu'un. Sérieux, là? Ah ouais. Moi, j'aurais été chercher. Puis quand aller chercher des mecs qui. Toi, tu parles des anciens. Mais attends, ça fait combien de temps qu'il n'a pas entraîné? Et à que s'en fout, c'est longtemps qu'il n'a pas entraîné. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et il a gagné quoi? Il a gagné. En tant que coach. Ah non, en tant que coach, il a gagné une Coupe d'Angleterre. Après, il se fait virer juste avant de gagner une Coupe d'Europe. Mais c'est vrai après, il est parti à Newcastle. Et après, il a été avec l'équipe adjointe de l'équipe nationale, où il a travaillé pour l'équipe nationale il n'y a pas longtemps. Mais pourquoi pas? Avec un mec qui a du charisme, qui en impose et qui aura le respect de ses joueurs. Et après, il a peut-être une philosophie. Mais vous pensez qu'ils le connaissent? Parce qu'un Tuchel, un joueur des années 80-90. S'ils connaissent pas Ruud Gullit, il faut qu'ils arrêtent le foot, les mecs. Hein. Ça les connaît, pas les connaît. Tu connais Ruud Gullit, toi aussi? Oh putain, allez, je sors. Voilà. Non, mais là, tu parles. Si tu Ballon d'Or 88, 89. Attends, parle-moi d'un Rijkaard alors. Rijkaard. Alors moi, je suis riche, je connais plus Gullit. Je connais Franck Rijkaard. Il coach plus depuis 7 ans. Depuis 6-7 ans. Rijkaard. Dernier club en Russie. Avec Barcelone. Mais il a gagné la Champions League. Ou Rijkaard, voilà, Franck Rijkaard.
Alors on parlait de la gestion des stars et des égos dans un vestiaire. À votre échelle, Dylan, comment ça se passait au Havre? On a parlé du jeune Guitton, on a parlé de Ferland Mendy aussi. Est-ce qu'il y avait un traitement un peu différent, une manière de manager un peu particulière pour ces joueurs, ces pépites finalement? Non, pas forcément. Enfin, je sais pas, aujourd'hui on le voit même avec Rafik. S'il fait pas forcément des bonnes semaines, le coach va pas le prendre notre groupe. C'est pas parce qu'il appartient à Rennes que le coach va le prendre tout le temps. Après, je sais pas, nous, le Havre, c'est un club où il y a beaucoup de jeunes, donc c'est pas forcément des grosses stars. Mais non, j'ai jamais connu ce vestiaire où il y avait des stars qui flambaient plus que les autres ou qui étaient considérés meilleurs que d'autres joueurs. Mais en fait, je comprends pas, en fait, oui, cette polémique, parce que, je sais pas, moi je me considère pas comme une star, mais j'ai eu une certaine expérience. Je suis revenu à Chelsea après avoir gagné ce que j'ai gagné. Il y aurait eu quelqu'un d'inconnu qui venait dans le vestiaire. Moi, je m'en fous qu'il soit inconnu. Moi, l'important, c'est qu'il me fasse gagner des matchs. Si son système de jeu et ses préceptes me vont, qu'il ait gagné 3 Champions League avant, ça m'aurait pas aidé à le plus l'accepter. Après, pour moi, moi, je trouve que c'est très bizarre cette façon de penser. C'est vraiment que le terrain, c'est ce qu'il va faire sur le terrain. Le mec, il vient, s'il fait son taf, ça veut dire quoi? Ah non, toi t'as rien gagné, tu rentres pas dans le vestiaire du PSG. Et d'avoir les épaules finalement pour dire non à un Neymar, non à un Thiago Silva. Mais alors, il est positionné, il y a une hiérarchie. Dans le football, il y a une vraie hiérarchie. Il y a un président, il y a un manager général ou un directeur sportif, un entraîneur. Il est au-dessus des joueurs. Il n'y a pas un joueur qui peut se permettre, s'il a l'aval de son président, c'est-à-dire le président, bien sûr, si tu contournes, comme ça s'est passé sans doute au PSG, tu contournes l'entraîneur et tu vas voir le président et que le président il acquiesce à ce que tu dis, c'est compliqué. Mais si le président il t'envoie chier, il dit écoute-moi Neymar, t'as un problème, tu travailles avec ton entraîneur, parce que moi je l'ai positionné, je le paye, tu te démerdes. Mais qu'est-ce qu'il fait Neymar? Il se tait et il travaille comme tout le monde. Et tout le monde sera pareil. Je ne sais pas pourquoi on parle de Neymar, mais tout le monde sera pareil. Je ne comprends pas cette façon de dire oh putain, je ne sais pas s'il va réussir parce que comme il n'a rien gagné, c'est vrai que c'est super con quand on est en train de dire. Le mec, s'il est bon et qu'il a une façon de travailler qui correspond et qu'on lui donne les pleins pouvoirs, les pleins pouvoirs. Mais on lui a donné à Dortmund. Et qu'est-ce qu'il a gagné? Mais il n'a peut-être pas les joueurs. On ne va pas comparer Dortmund avec le PSG quand même. Qu'est-ce qu'il a gagné? Mais on ne va pas comparer Dortmund avec le PSG. Le PSG peuvent gagner une Champions League avec les joueurs qu'ils ont. Sûrement, on n'a pas eu d'entraîneur. Il n'y a pas eu d'entraîneur. Il y a un entraîneur qui a été contourné. Il n'a jamais géré des stars. Mais donne la chance au produit un peu. Donne la chance au produit. Tu sais pas, le mec, peut-être qu'il va les faire jouer exactement comme ils veulent. Les mecs vont s'éclater et ils vont dire c'est le meilleur entraîneur qu'on ait jamais eu. Pourquoi pas? Possible. Quand Arsène Wenger est arrivé à Arsenal, même s'il avait Monaco, on a fait Arsène où? Tu te rappelles, Arsène qui? Sorti, Arsenal est devenu Arsenal grâce à Arsène Wenger. Et pourtant, il y avait Ian Wright, il y avait Adams, il y avait des grands joueurs. Hein. Il n'y avait pas des. Donne la chance au produit. Tu as l'exemple inverse aussi. Quand Zizou reprend l'équipe du Real Madrid, c'est une surprise aussi pour beaucoup. Ouais. De savoir s'il a les compétences justement pour gérer ce vestiaire-là. Mais il a le crédit. Il y a ça, mais au final, ce crédit, comme je t'ai dit tout à l'heure, il s'estompe sur la durée. Ouais. Ils ne voient plus l'ancien grand joueur devant, ils voient leur entraîneur au bout d'un moment, les joueurs. C'est clair. Et ils le remettent en question dans sa. Oui, mais Florentino Pérez lui dit c'est lui le patron. Oui, mais regarde les prédécesseurs de Zizou. Et justement, des grands entraîneurs. Changement radical d'attitude entre exactement, Zinedine Zidane et Raphaël Benitez. Entre autres, mais le management de Cristiano Ronaldo, il y a plein d'exemples. Il a fait des choix forts. Ils ont rien dit au début sur Raphaël Benitez. Raphaël Benitez, il gagne la Champions League avec Liverpool, hein, je dis pas des conneries. En 2005, oui. En 2005. Après, il part en Italie. C'est ça, ou je sais plus. Il vient en Espagne. Il a quand même un crédit. Mais c'est la façon dont il a géré son couple, ce qu'il a proposé, qui ont fait que les joueurs n'ont pas adhéré. C'est pas sa personnalité ou son statut qui ont fait que ça n'a pas marché. Les résultats. Messieurs, c'est déjà la fin de l'émission. Dylan, merci beaucoup d'être venu nous voir. On vous souhaite une bonne fin de saison avec le HAC et on va continuer à vous suivre la saison prochaine. Nous, on se retrouvera, messieurs, demain à 22h45. Denis Sapia sera l'invité du vestiaire. D'ici là, prenez soin de vous. À demain. Bonne note. Richard, t'as été la meilleure. C'est passé vite.